Bonjour ou rebonjour à ceux qui avaient déjà suivi la première vidéo de l'attelage. Ici, donc, on va parler des questions d'ordre général qui nous ont été posées sur le forum, sur Facebook, par Pigeon Voyageur. On a aussi eu une bouteille, je crois, jetée à la mer qui était arrivée jusque chez nous. Il s'agit ici en fait de vous donner un petit peu plus d'informations sur l'attelage, de clarifier certaines choses qui sont peut-être pas forcément évidentes pour vous et de rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc si vous êtes allergique aux détails, bon, regardez plutôt la vidéo précédente qui traitait des annonces les plus importantes pour les événements à venir. Alors, vous nous aviez posé la question. Pourquoi le nom de l'attelage? Alors, c'est une question à laquelle on avait, je crois, déjà répondu dans la partie Qui sommes-nous du site. Maintenant, bon, je comprends que vous ayez pu la manquer ou que vous ayez besoin de compléments d'information, etc. Donc, je vais revenir un petit peu sur l'idée derrière le nom de l'attelage, la philosophie, etc. L'attelage, comme vous le savez, ça désigne en fait un équipage de chiens ou de chevaux. Nous, on a choisi les chiens parce que c'était plus sympa, et pour un petit peu la thématique du froid. Bon, l'idée est la même, c'est un groupe d'animaux qui tire une charge en vue d'avancer et d'aller vers un objectif donné, commun d'ailleurs. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que des auteurs choisissent de mettre en commun leurs forces de travail, leurs forces de productivité, leurs forces littéraires, tout ce que vous voulez, leurs énergies, afin de tracter notre projet. C'est-à-dire que pour nous, l'attelage doit continuer à avancer. Sa forme actuelle n'est pas la forme que nous envisagions comme définitive. On a encore énormément de choses à faire et on aura toujours des choses à faire. C'est pas se contenter de former une espèce de pseudo maison d'édition. Le projet va plus loin. On y reviendra puisque vous nous avez également posé des questions là-dessus. C'est pour donner vraiment cette impression d'avancement continu. C'est également pour ça que le logo de l'attelage, c'est un chien qui saute un obstacle. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le A, quand vous le regardez de profil, en fait, ça fait penser à un obstacle d'équitation, par exemple. Donc c'était ça, l'idée derrière. L'attelage aussi, pourquoi les chiens? Parce que dans le monde des chiens de traîneau, vous avez différents postes attribués aux chiens et que nous avons repris en fait cette idée des différents rôles pour structurer l'effort du groupe. Donc vous avez par exemple le lead, en l'occurrence je suis un lead, il y en aura d'autres, on reviendra aussi là-dessus, mais nous sommes appelés à nous multiplier entre guillemets et à proposer différentes meutes, différents groupes d'écrivains chacun dirigé par un lead. Donc moi, je suis le premier, on va dire, lead. Marion est la première swing, Carole et Antoine sont les premiers wheels, etc. L'idée derrière le lead, pardon, c'est qu'il donne la direction générale dans laquelle l'attelage doit s'engouffrer. L'idée derrière le swing, c'est de faciliter les transitions et de faciliter en fait cette prise de direction qui est impulsée par le lead. Donc, ça consiste en fait à définir les grandes politiques de l'attelage, quand est-ce qu'on recrute, qui on recrute, comment on organise les choses, est-ce qu'on doit plutôt se consacrer à l'écriture, est-ce qu'on doit chercher de nouvelles formes comment dire, de production, est-ce qu'on doit... Voilà. Où est-ce qu'on doit aller, où est-ce qu'on doit, parce qu'on a un temps limité forcément, les journées ne font que 24 heures, donc comment est-ce qu'on doit organiser notre temps, comment est-ce qu'on doit organiser notre travail, tout simplement. Le swing va être là en fait pour seconder entre guillemets le lead. C'est également une force de proposition tout à fait pertinente. Hein. Merci Marianne qui sourit derrière l'écran. Et en général, on va discuter entre swing et lead de ce qu'on va faire, etc. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous avons une organisation complètement verticale. On est toujours dans une optique en fait de collectif, de comité et donc de prise de décision en commun. Donc on va dire, pour grossir le trait, que les idées viennent principalement du lead, un peu moins du swing et encore un petit peu moins des autres membres. Pour vraiment grossir le trait, parce que c'est pas toujours ainsi. Il m'arrive par exemple de partir parce que je suis pas disponible ou que j'ai juste plus le moral, ça m'arrive, et de déléguer, on va dire,
certaines tâches ou de dire voilà, démerdez-vous, ça m'arrive. Je suis pas parfait, loin de là. Mais voilà, à chaque fois qu'on a quelque chose à faire, on se met en commun. On a une discussion Skype qui est tout le temps ouverte. On discute, on échange, on voit un petit peu ce qu'on veut faire et à chaque fois, tout le monde doit être d'accord suite à un débat ou pas. Ça peut arriver qu'il n'y ait pas de débat pour prendre des décisions, mais en général, voilà, on débat, on soumet des idées, on rectifie. Et on arrive à une proposition finale qu'on applique. Au cas où, parce que c'est déjà arrivé, au cas où on ne sache pas trop, où les membres sont un petit peu divisés sur la question et ils ne sont pas sûrs de quelle est la meilleure marche à suivre, en général, c'est moi qui vais trancher. Parce que je suis, on va dire, la personne qui est à l'origine du projet et donc j'ai une meilleure vision, parce que à la base c'est la mienne forcément, j'ai une meilleure vision de ce que je veux pour l'attelage sur le long terme. Donc en général, c'est moi qui vais trancher ce genre de cas non résolus. Mais sinon, on est vraiment dans une hiérarchie très horizontale, très écrasée. Alors, deuxième question, c'était, il me semble... Comment s'est formé l'attelage? Ouais, donc une question assez courte qui appelle à une explication assez longue. Alors, c'est un truc qu'on a voulu initialement raconter avec ce qu'on appelle l'histoire dynamique, qui est en quelque sorte une transposition de ce qui nous est arrivé dans la vie réelle en fait, l'impact que vous avez eu sur l'attelage, transposition vers un autre univers avec des chiens, etc. Un truc un petit peu typé fantasy sympa, voilà. On n'a pas eu l'occasion, on n'a pas eu le temps tout simplement de vraiment se plonger là-dedans et de vous proposer quelque chose de concret. Il y a quelques esquisses qui ont été postées, il me semble que c'était sur le Conseil des éclaireurs. On n'a jamais vraiment sorti ça des cartons. Mais c'est toujours d'actualité, c'est-à-dire que c'est toujours dans notre agenda, on va dire, c'est prévu qu'on le fasse. Donc là, je vais vous donner la version réelle, hein, mais normalement, c'est censé être romancé et constituer en fait un genre d'épopée, on va dire, qui nous suit et qui vous suit aussi, une épopée dans laquelle vous pouvez avoir un rôle, tout simplement. J'ai dit tout simplement, mais c'est plutôt compliqué en fait. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à l'origine, j'avais un autre projet qui n'était pas l'attelage, qui s'appelait Quilldom. C'est un projet plus complexe et plus ambitieux, plus commercial aussi, qui était censé prendre des auteurs et proposer un genre de plateforme qui s'apparentait un petit peu à Steam. Si vous connaissez pas, je vous renvoie un petit peu à Steam et plus particulièrement à leur système Greenlight. L'idée, c'était de faire une espèce de maison d'édition participative et pas vraiment de se préoccuper des artistes périphériques, etc. C'était pas l'idée directrice. Et c'était aussi un projet qui s'appuyait beaucoup plus sur des auteurs déjà établis. J'étais allé assez loin dans le projet. J'avais proposé une maquette. J'avais proposé tout un manifeste, un petit peu comme celui que certains ont pu lire sur Wattpad. Il va sans dire que, étant donné que maintenant je suis sur l'attelage, le projet a lamentablement échoué et j'avais mis un petit peu de côté ces ambitions-là parce que de toute façon les Serres du Griffon aussi avaient été refusés par un éditeur, par plusieurs éditeurs, par tous les éditeurs en fait à qui je les avais adressés. C'est un autre truc aussi, ça c'est un autre chapitre sur lequel on pourrait dégoiser à loisir, mais je m'étais retrouvé sur Wattpad, un petit peu en désespoir de cause, et j'avais commencé à fureter à droite à gauche, à voir un petit peu ce qui se faisait. Grossièrement, j'avais été déçu, parce que bon, tout le monde connaît un petit peu Wattpad hein, maintenant. J'avais trouvé énormément c'est assez compliqué de ne pas être injurieux, mais de fiction de qualité médiocre qui reposait toujours sur les mêmes ficelles et sur le fandom irréfléchi consacré à One Direction, etc. Mais j'avais aussi trouvé quelques auteurs qui sortaient du lot, et c'est là qu'arrivent Carole et Marion dans un premier temps. C'est des auteurs que j'ai approchés comme j'ai approché d'ailleurs tous les autres auteurs à la suite. J'ai toujours eu le même mode opératoire, on va dire, c'est-à-dire que j'approche des auteurs en critiquant leurs textes, quand ils valent le coup, bien sûr. Je ne critique pas des textes qui sont médiocres parce que j'estime que c'est une perte de temps. Hein. Bon, après, je suis désolé. Évidemment, s'il y a des gens qui ne sont pas sûrs du tout de ce qu'ils font et qui me demandent une critique, je peux donner des informations constructives pour améliorer
l'ensemble. Mais bon, voilà, comme d'habitude, j'ai un temps limité, donc je me consacre plutôt à ceux qui ont déjà le goût du travail et qui ont déjà un certain niveau. Donc j'approche ces auteurs. Je critique leur texte. J'arrive, je dis, voilà, ce texte, je le trouve bien, mais ça, on pourrait peut-être changer, ça, c'est pas optimal, ça, c'est un peu cliché, etc. Je fais cette première approche. Je regarde la réponse de l'auteur, et ça, c'est un petit peu ce qui va déterminer si je vais continuer à lire l'auteur ou pas. Parce que dans les faits, j'ai pas énormément de temps, je peux pas lire toutes les œuvres, on va dire, qui se classent dans la catégorie médiane plus de Wattpad, donc des œuvres correctes, sympas, avec du potentiel, mais pas extraordinaires, qui nécessitent donc du travail. Je peux pas toutes les lire. Donc, si l'auteur commence à me prendre de haut, à me dire ah ouais, mais bon, moi je fais comme ça, machin, ça me plaît pas. Et il y en a plein qui réagissent comme ça. On ne dirait pas dit sous cette forme, mais il y a énormément d'auteurs qui ont une opinion d'eux-mêmes qui ne correspond pas du tout à ce dont on a besoin à l'attelage, c'est-à-dire des auteurs ouverts à la critique, qui veulent progresser, qui veulent travailler, qui veulent des retours le plus constructifs possible, qui veulent vraiment cette politique d'échange qu'on prône tous les jours avec l'attelage. Voilà. Donc, pour en revenir à ce que je disais, j'ai trouvé Marion, j'ai trouvé Carole, j'ai commencé à leur parler, on a eu un échange très intéressant, on a eu comment dire, une relation qui s'est construite. Du coup, j'ai commencé à me dire, ah, peut-être que les auteurs publiés ne constituent pas le vivier le plus intéressant pour moi parce qu'ils sont déjà bien implantés. En général, ils sont déjà bien corrompus. J'emploie le mot avec des pincettes, mais pour moi, c'est un peu ça. Ils sont déjà très imprégnés de la logique éditoriale classique qui repose sur des droits, qui repose sur un tas de trucs très lourds à gérer et sur une logique commerciale qui ne m'intéresse pas, qui ne fait pas partie des objectifs de l'attelage et que je mets vraiment dans une case disjointe de notre démarche. Je me suis dit peut-être que ces auteurs-là qui sont déjà dans le système, c'est pas la peine que je m'évertue à essayer de les en sortir. Je vais plutôt me consacrer aux auteurs qui ne sont pas encore dans le système ou qui ont été rejetés par le système. Parce que Marion, à mon instar, a été gentiment mise de côté, écartée par les maisons d'édition. Et donc je vais prendre ces auteurs-là, plein de potentiel, plein de talent, plein de fougue et plein de volonté de s'améliorer, et je vais essayer de construire un autre truc. Maintenant, avoir des auteurs, c'était bien, mais il nous manquait en fait la structure, le site internet plus précisément, pour faire ce qu'on est en train de faire avec l'attelage. Et c'est là qu'une quatrième personne s'est rajoutée. Cette personne malheureusement n'est plus parmi nous, pas dire qu'elle est morte, mais qu'elle a quitté le projet. Donc par respect et eu égard au fait que je vais proposer ma version des faits la plus objective possible, mais bon, voilà, ça restera ma version des faits. Je ne vais pas la citer, je vais à la place l'appeler Jennifer. Et donc Jennifer, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une personne qui écrivait des choses vraiment très très intéressantes, qui avait un style, qui avait un très bon style, plein de personnalités, franchement, c'était vraiment sympa de la lire. Ça se rapprochait un petit peu de Terry Pratchett par certains aspects, j'ai trouvé. Toujours est-il que Jennifer, j'avais très envie qu'elle participe au projet, et Jennifer avait également envie de participer au projet. Il s'est trouvé que Jennifer avait des compétences en web design, en conception de sites internet, et donc on s'est dit mais c'est parfait, on va pouvoir la recruter et on va pouvoir monter un site en même temps avec quelqu'un qui est déjà dans le truc, qui va pas forcément... C'est-à-dire ça représentait énormément d'avantages pour nous. Donc elle a commencé à bosser sur le site. Entre-temps, un ami que je connaissais déjà, Julien, s'est rajouté au projet parce que j'ai appris d'un proche qu'en fait il s'était mis à l'écriture, etc. et qu'il avait vraiment envie de progresser. Donc j'ai regardé ce qu'il faisait, je me suis dit ouais, il y a du potentiel, Julien est capable de faire de très très bonnes choses. Et il y a également la disposition d'esprit, on va dire, qui se prêtait à l'attelage. Donc on l'a recruté. Ce qui s'est passé au bout d'un certain nombre de mois, c'est que Jennifer est
était plus aussi présente. On avait des problèmes d'ordre personnel en fait qui ont commencé à se greffer au truc. Et au bout d'un moment, ça n'a plus été possible, donc on a dit on arrête. Voilà, tout simplement. On a pu conserver le code qui avait déjà été fait et sur lequel Nicolas a bossé par la suite. Mais voilà, on avait une base solide qu'on a pu utiliser. Après, on s'est rendu compte qu'on était 4. Alors je sais pas pourquoi, j'ai toujours considéré qu'il fallait qu'on soit 5 au début. Ce chiffre m'a toujours semblé intéressant parce qu'il permettait de dégager une majorité, de jamais se retrouver avec une situation où 50% des gens étaient pour quelque chose et 50% pour une autre chose. Et puis au-delà de 5, ça me semblait compliqué d'arriver à proposer quelque chose de cohérent et à organiser tout ça. Donc 5, ça me semblait bien. 3, c'était pas assez. Voilà, 5. A priori, ça fonctionne pas mal. J'ai eu vent d'Antoine, par le biais de Marion et Carole d'ailleurs, il me semble. Oui, c'est ça. Marion qui hoche la tête. Qui m'ont dit que voilà, c'était quelqu'un qui écrivait très bien et qui voulait des retours. Donc pareil, je suis arrivé et j'ai dit ok, on le prend. Et c'est comme ça qu'on est parti, tout simplement. Et ça fait déjà un récit plutôt long et je pense que ça a répondu à la question d'ailleurs. Donc je vais passer à la question suivante. Quel est le rôle de chacun au sein de la meute? Alors ça, j'avais déjà commencé à y répondre un petit peu parce que je suis incapable de m'organiser correctement dans la réponse aux questions. Donc on avait vu le lead qui était censé donner les directions à prendre, les directives, il les donnait aussi. Le swing qui assistait le lead dans sa tâche. Après on a les deux derniers rôles que j'ai pas vraiment détaillés. Après peut-être que ce sont des rôles qui nécessitent moins d'explications. Will et Rookie. Donc ces deux rôles sont centrés complètement sur l'écriture. Donc ce qu'on leur demande vraiment quotidiennement, c'est d'écrire, tout simplement. Et c'est pour ça d'ailleurs que Antoine et Carole sont les deux seuls auteurs à proposer 2 séries simultanées et à publier 2 séries chaque mois avec des nouveaux chapitres. Donc eux, dans une meute de chiens classiques, ce sont ceux qui fournissent le plus de force de traction. Et étant donné que pour nous, la traction c'est un petit peu le contenu, c'est ceux qui fournissent le plus de contenu, donc ça nous a semblé logique de les appeler Wheels. Maintenant, Rookie, c'est, on va dire, un type de Wheel qui demande encore un petit peu de maturation. Ça ne veut pas dire que ce sont des sous-auteurs, j'ai pas dit ça. Ça veut dire que ce sont des auteurs qui ont envie, qui ont manifesté le désir et puis peut-être aussi le besoin d'avoir un petit peu plus d'encadrement, c'est-à-dire qu'ils nous proposent leur texte et on essaye d'avoir de leur fournir plus de renseignements, de leur donner plus de ficelles techniques peut-être. Par exemple, pour les articles d'écriture que j'ai déjà écrits, il y avait des questions, il y avait des points d'éclaircissement qui ont été demandés par notre rookie Julien, parce qu'il voulait savoir plus en détail comment on faisait telle ou telle chose dans la description, dans la caractérisation, ce genre de choses. Voilà. Ce sont des auteurs justement qui veulent davantage de retour de vous aussi. Donc il faut bien se dire que quand vous voyez Rookie, essayez d'avoir une démarche un petit peu plus explicative, quitte à vous répéter, je ne sais pas, quitte à redire les mêmes choses que quelqu'un qui avait déjà dit ce que vous pensez avant. Essayez vraiment d'être le plus didactique possible, le plus précis possible dans vos explications. Parce que ce sont des auteurs qui ont le potentiel de faire de très très bonnes choses, mais qui veulent qui ont besoin d'un petit peu plus de sécurité en fait, tout simplement, et qui sont soucieux de s'améliorer le plus rapidement possible. Parce qu'il faut savoir, et là j'anticipe aussi un petit peu sur d'autres questions, il faut savoir que l'écriture est quelque chose qui demande énormément de travail, énormément d'essais, avant d'arriver à un style stable, on va dire. Et encore, c'est un bien grand mot parce que le style évolue en permanence. Mais avant d'arriver à un style qui, pour nous, correspond à une certaine sécurité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir présenter les textes sans être rongé par des doutes, l'angoisse de se dire putain c'est mauvais, oh là là, machin, etc. Ça prend du temps et on essaye de couper court à tous ces essais, à tous ces brouillons jetés, à tous ces textes qui vont partir à la poubelle en proposant ce programme d'encadrement. Voilà, c'est à ça que servent vraiment les rookies.
Et je pense que là, on a fait le tour des différents rôles de l'attelage. Alors, la troisième question qui nous avait été posée, ou plutôt il y a deux parties à cette question, mais on va y répondre rapidement. La première partie, c'était donc... Donc, quel est le coût d'un site au niveau de son entretien, donc comme celui de l'attelage, et est-ce que ça a été facile de déclarer l'attelage et ses abonnements auprès de l'État? Alors, oui, le coût d'entretien de l'attelage, pas énorme, hein, ce sont des... On est passé par un hébergement qui proposait une formule qui était relativement avantageuse. Euh, Ce sont des packs tout faits, hein. Vraiment, on n'a pas pris une solution personnalisée par rapport à nos besoins, donc on a aussi des fonctionnalités qui ne nous servent pas dans le pack d'hébergement qu'on a choisi. Maintenant, ça reste assez faible en termes de coût parce que pour le moment, nous n'avons pas de gros besoins vis-à-vis de gros besoins relatifs au trafic sur le site, au stockage des données. Il faut savoir aussi que bon, bah forcément, comme on utilise principalement du texte, ça ne nécessite pas une place gigantesque sur les serveurs. Donc c'est relativement modique et c'est en tout cas couvert par les abonnements auxquels vous souscrivez. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la déclaration des abonnements auprès de l'État, déclarer une activité, c'est pas vraiment la partie la plus compliquée de la chose. La partie vraiment qui nécessite le plus de travail, ça va plutôt consister à établir des termes, des conditions générales d'utilisation comme celles que vous pouvez voir sur le site, et pour lesquelles d'ailleurs j'ai demandé l'avis d'un juriste, d'une juriste plutôt, que je remercie au passage. Merci Marie. Voilà, après c'est plus un travail qui va porter sur comment on organise en interne, comment on fonctionne, quelles sont les choses qu'il faut prévoir d'un point de vue légal, qu'est-ce qu'il faut dire aussi sur le site pour être dans la légalité, comment on gère l'argent. Voilà, c'est ce genre de choses, parce que c'est assez rapide de tomber dans des pratiques qui ne sont pas légales. Voilà, il faut savoir qu'il y a des choses qui doivent apparaître sur un site, et des choses qu'on ne peut pas faire avec un site internet, avec une prestation de service. Il y a aussi des choses contre lesquelles il est bon de se protéger, parce que si on ne définit pas clairement, par exemple, une politique de remboursement et qu'on reste dans le flou, bah, on peut avoir de mauvaises surprises. C'est ce genre de choses qui prend vraiment du temps et qui nécessite beaucoup de réflexion. Maintenant, il faut savoir aussi, j'ai été assez carré dans ma démarche d'inscription de l'attelage auprès des services qui gèrent les entreprises. Il y a beaucoup d'artistes qui fonctionnent de manière indépendante et qui ne déclarent pas leur activité parce que leurs revenus ne correspondent pas à quelque chose qui est digne d'intérêt pour l'État, tout simplement. L'État n'a que faire de petits artistes qui gagnent 1000, 2000 euros par an. Ça commence à être un petit peu limite au bout d'un certain temps, évidemment. Il faut songer à s'inscrire. Mais par exemple, si vous êtes écrivain, auteur, vous ne déclarez votre activité d'auteur vraiment à proprement parler que quand vous touchez, il me semble que c'était aux alentours de 8000 euros de droits d'auteur par an. 8000 euros de droits d'auteur par an, c'est conséquent. Il y a très peu d'auteurs quand même par rapport au nombre de gens qui sont publiés. Il y a très peu d'auteurs qui sont dans l'obligation de se déclarer. Donc voilà, moi j'ai préféré tout déclarer et payer les cotisations au RSI qui s'imposaient du coup. Parce que ça permettait de donner une légitimité à l'attelage, ça permettait de poser un cadre juridique clair, d'avoir un numéro de SIRET, etc. Et c'était vraiment plus pour vous que pour nous. Parce que concrètement, pour le moment, je n'ai tiré parti des sécurités mises en place par tout ce système qu'un nombre très très limité de fois, peut-être une ou deux, et encore, voilà. C'est utile, on va dire, quand on veut menacer les gens qui commencent à nous prendre pour des abrutis, pour parler poliment. Mais sinon, non, les abonnements n'ont pas besoin d'être déclarés avec autant de formalités administratives que si on était une multinationale, ça c'est sûr. Voilà.